Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours qui va vous parler de méditation. Alors en ce moment, en cet instant précis, il y a certains d'entre vous qui doivent se demander mais quel est le rapport entre une formation équine et la méditation? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir immédiatement en suivant ce cours. Alors pour commencer, afin que vous puissiez mieux comprendre mon intervention, je me présente, je m'appelle Christophe Lorette, je pratique la méditation depuis plus de 30 ans, je l'enseigne et je forme des coachs en méditation qui, à leur tour, enseignent. Je suis également donc le créateur du blog éponyme consacré à la véritable pratique de la méditation. Je dis véritable, je tiens à dire véritable parce que la méditation, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la mode. Elle véhicule de ce fait donc de nombreuses méthodes qui s'apparentent davantage à de la relaxation plutôt qu'à une véritable pratique de la méditation. Alors quand je parle de relaxation, je parle des méditations qui sont guidées, des gadgets qui sont parfois bien faits, qui sont agréables, mais qui n'ont pas la portée de la méditation des origines. Parce que la méditation, c'est beaucoup plus profond que de la relaxation. C'est pour ça que j'emploierai donc tout au long de ce cours le terme de véritable méditation. Se relaxer, c'est s'offrir une parenthèse agréable dans sa journée, c'est souffler un peu avant de reprendre sa vie qui est souvent stressante, c'est bien, mais par contre les bénéfices sont superficiels et ne s'inscrivent pas dans le temps comme peut le faire donc la véritable pratique de la méditation. Vous n'aurez pas non plus donc de changements importants dans votre vie avec la relaxation. Vous passerez un bon moment, c'est déjà pas mal, mais en pratiquant ainsi une méthode qui est superficielle, il ne faut pas espérer d'autre chose qu'un plaisir éphémère. En revanche, lorsque vous pratiquez la méditation, la véritable, vous pouvez alors surmonter vos peurs, sortir de vos zones de confort et faire de votre vie un monde d'ouverture et d'expériences positives nouvelles. Avec la méditation, on sort de ses peurs et on apporte concrètement dans son quotidien des résultats positifs de sa pratique. C'est durable. Et oui, c'est vivant, ça ne s'arrête pas à la pratique silencieuse sur son coussin de méditation. Comme je le dis à mes élèves, l'important ce n'est pas le temps que vous passez à vous faire du bien en méditant, c'est pas ça qui est important, mais c'est davantage l'esprit que vous allez en tirer pour agir dans votre quotidien et ainsi pouvoir vivre mieux. Voilà ce que je propose sur mon blog et dans mes formations, de changer positivement la vie des gens et de les amener au fur et à mesure de la pratique méditative à se réaliser pleinement, à réaliser leur véritable nature. Alors pourquoi Aurélie a-t-elle choisi de me faire intervenir dans votre formation? Eh bien tout simplement parce que ce qui lui tient à cœur avant toute chose, c'est de vous apporter tous les meilleurs outils pour la réussite de vos objectifs et la méditation est l'un de ces outils majeurs. La méditation, lorsqu'elle est pratiquée dans les règles de l'art, elle permet de trouver le calme que confère la paix intérieure. Et lorsque l'on est cavalier, que l'on monte à cheval, c'est primordial. C'est essentiel car le cheval est intuitif, il ressent ce que vous éprouvez, il est sensible au moindre de vos gestes. Lorsque vous montez à cheval, vous êtes connecté avec lui, vous n'êtes pas séparés. Il n'y a pas l'animal et vous, mais un seul corps et une relation étroite entre vos émotions et son ressenti. Il y a une connexion avec l'animal. Il ne s'agit pas de dominer sa monture et de le contraindre à effectuer ce que vous voulez qu'il fasse, mais bien au contraire de ne former qu'un avec lui, simplement, tranquillement, et de vivre en osmose avec lui dans l'instant présent. Eh bien, figurez-vous que la pratique méditative vous permet de prendre conscience de cet ici et maintenant et de cette connexion avec votre environnement. Lorsque vous méditez, vous n'êtes plus séparés. Vous ne faites qu'un avec ceux qui vous entourent, vous reprenez conscience de la non-séparation. Alors, comment opérer cette connexion? Comment faire? Tout simplement en pratiquant la méditation, mais avec les bonnes bases. Alors, on y va, c'est parti, on y va pour les bases de la méditation. La pratique repose sur 3 bases essentielles. La première, la posture. La deuxième, la respiration. La troisième, l'esprit de la méditation. Nous allons voir donc pour commencer la posture. Alors, la posture, l'assise méditative est très importante. C'est sur elle que vous devez compter, ainsi que sur votre respiration, lorsque votre esprit se perdra en conjecture et en réflexion en tout genre. D'un point de vue général, votre posture doit être à la fois souple et ferme, solide, verticale et majestueuse. Elle prend racine dans la terre
et s'élève vers le ciel. Il y a bien évidemment des similitudes avec l'assise cavalière. Avoir une bonne posture en méditation renforce bien évidemment celle que vous devez adopter en tant que cavalier. Apprendre à vous asseoir correctement sur votre zafou va améliorer considérablement votre posture cavalière. Vous allez pouvoir d'ailleurs le constater rapidement par vous-même. Lorsque vous méditez, vous devez vous asseoir sur un coussin assez ferme que l'on appelle zafou. Voici une photo du seul investissement que demande la pratique méditative. Voilà, ça c'est un zafou. Un zafou qui est avec du kapok à l'intérieur, donc voilà, donc c'est une sorte de coton qui vient de l'arbre du capotier. Je vous en dirai pas plus parce que c'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est que lorsque l'on s'assoit dessus, eh bien on a une certaine bascule du bassin et c'est pour ça qu'il est très important de s'asseoir sur quelque chose. Et vous savez quoi ? Votre zafou, c'est votre moyen de locomotion. Mais au lieu de vous déplacer donc à l'extérieur comme vous le faites avec votre cheval, avec votre zafou, vous allez vous déplacer à l'intérieur de vous-même, en introspection. Vous comprendrez également très vite avec la pratique que votre esprit réagit un peu comme un cheval pendant les séances de dressage. Il va falloir de la patience et revenir sans arrêt à la technique pour pacifier votre mental. L'ego s'apprivoise au même titre qu'une future monture. Nous reparlerons de cet aspect des choses quand j'aborderai l'esprit de la méditation. Mais pour le moment, revenons donc à ce fameux zafou, ce coussin. Bien sûr, donc après ce cours, vous pourrez essayer la pratique méditative sans ce coussin spécifique. Avant d'en acheter un, faites-en l'expérience, faites l'expérience de l'assise, de la méditation au moins une fois. Et vous le faites avec des coussins classiques que vous mettez sous vos fesses et ça va favoriser votre assise. Vous n'êtes pas obligé d'acheter donc un zafou tout de suite, quelques coussins suffiront. Je précise, on ne s'assoit pas sur des coussins pour améliorer le confort de ses fesses. C'est très important de le comprendre, c'est pour juste permettre la bascule nécessaire du bassin. Vous voyez ici la première similitude avec la monte. Vous basculez votre bassin car ce dernier est la base de l'assiette du cavalier. C'est également ce qui permet de soulager le dos de votre cheval. Donc installez vos coussins et asseyez-vous dessus face à un mur. Faites en sorte d'avoir une assise suffisamment haute. Cela va soulager grandement votre dos. Maintenant, on va voir la position des jambes. Alors, comme pour la posture du cavalier, la position des jambes est primordiale. C'est elle qui va déterminer votre verticalité. Une fois votre postérieur bien installé, la deuxième étape va consister à bien positionner vos jambes. Puisqu'il s'agit, je pense, de la première fois pour beaucoup d'entre vous, je ne vous expliquerai pas donc la posture du lotus ou du demi-lotus, mais celle qui est plus adaptée pour un débutant, c'est la posture dite birmane. Elle est plus facile à réaliser. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez trouver donc le détail de la posture du lotus et du demi-lotus sur mon blog. En même temps que je vous décris donc le mouvement, je vous mets à l'écran donc des images, ça va vous aider à comprendre. Donc, dans un premier temps, pliez un genou devant vous, basculez la jambe sur le côté et laissez-le glisser sur le sol de manière que le pied soit complètement retourné, dirigez plante du pied vers le ciel et qu'il soit aligné parfaitement avec le bord du coussin. Voilà, donc là vous avez déjà votre premier pied qui est mis sur, comme on le voit sur la photo numéro 1. Ensuite, vous prenez votre deuxième jambe. C'est ce qu'on voit sur la photo numéro 1. Vous pliez donc cette jambe devant vous, vous la basculez sur l'autre côté et vous invitez votre pied à se poser dans l'angle intérieur du creux poplité. Donc vous avez donc sur la photo numéro 1, donc là, lorsqu'on plie la jambe. La deuxième photo donc correspond à ce qu'on bascule sur le côté. La troisième, c'est quand on la pose donc sur le creux poplité de la jambe inverse qui est posée au sol. Donc la plante de ce pied doit être totalement tournée vers le plafond, comme vous pouvez le constater sur la photo. Ainsi placés, vos membres inférieurs faciliteront donc la bonne tenue de votre colonne vertébrale. Alors en bonus, je vais vous donner donc la posture du lotus, voilà. Donc ça c'est la posture que vous devez avoir au niveau des jambes quand vous pratiquez depuis un certain temps. Mais il faut un certain nombre d'années de pratique ou une grande souplesse pour réaliser cela. Donc
On revient donc à la première, voilà celle-ci est très bien pour commencer, ça suffit largement, vous avez une posture stable avec la posture birman. Après avec l'habitude, ben, vous pourrez monter davantage la jambe, faire le demi-lotus et ensuite le lotus entier. Maintenant nous allons voir comment aligner sa colonne vertébrale. Alors, ce qui va suivre résulte en partie de la bonne tenue de vos membres inférieurs et de votre assise sur votre coussin de méditation. Donc votre bassin, il faut bien comprendre que c'est le socle sur lequel le haut du corps va pouvoir s'ouvrir et s'épanouir. Une mauvaise posture des jambes et du bassin, et c'est tout le haut du corps et la respiration qui s'en verront entravés. Donc pour aligner sa colonne vertébrale, il suffit de, premièrement, rentrer le menton dans l'axe du nombril. Deuxièmement, donc les épaules, vous devez les avoir ouvertes, pas recroquevillées. Vous devez avoir une sensation donc majestueuse où vous vous ouvrez les épaules. Ensuite, vous relâchez votre ventre. Donc le ventre doit être relâché. Votre posture doit être à la fois souple et tonique. Et vous imaginez que votre crâne est suspendu, étiré vers le haut par un fil, vous reliant ainsi au ciel, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Ensuite, la position des mains. Donc la position des mains, la main droite est ouverte, paume vers le ciel. La main gauche est ouverte, paume vers le ciel également, et elle repose sur la main droite comme sur la photo. Les pouces se rejoignent sur un plan horizontal et sont en contact l'un avec l'autre. Les pouces ne doivent former ni montagne ni puits. J'aime bien cette image parce que ça permet, quand on est en pratique de méditation, de l'avoir en tête. Donc pas de puits ni de montagne. Donc les pouces doivent être vraiment à l'horizon. Vous laissez reposer vos mains tranquillement. Le tranchant de vos mains est au contact de votre ventre et vous sentirez ainsi votre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. On reviendra sur la respiration après. Ayez les mains souples, sans rigidité ni tension. Avec l'expérience de mon travail énergétique et selon mes nombreuses lectures sur le sujet, je peux observer qu'il n'est pas anodin de les positionner ainsi. Cette posture des mains est en contact direct avec le hara, le hara qui est le centre de l'énergie, et ça permet entre autres de ressentir et d'accueillir l'énergie qui y circule. Ah oui, donc je vais quand même rappeler que le hara, c'est cette zone qui se trouve sous le nombril et qui gonfle et dégonfle au rythme de votre respiration abdominale. Pour les Asiatiques, c'est vraiment un endroit important, c'est vraiment le centre énergétique. Donc le ventre est détendu, il est souple et il accueille la respiration. Il se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Voilà. Puisque la respiration se fait par le nez, les lèvres sont closes. Laissez un petit espace entre vos dents et collez votre langue contre la paroi de votre palais. Les yeux sont mi-clos. Le regard ne repose sur rien. Vous ne fixez aucun point particulier et vous n'exercez pas de tension en regardant un point qui soit trop rapproché. Attention tout de même de ne pas laisser tomber votre tête en avant, rentrez le menton légèrement, sans forcer, pour éviter donc une raideur du cou qui vous bloquerait donc le larynx et ne vous permettrait pas de respirer correctement. Vous êtes face au mur, de manière à ne pas être distrait par ce qui se passe autour de vous, et votre regard se pose à peu près à 1 mètre devant vous. Vous êtes pareil à une montagne majestueuse. Voilà donc pour la posture, voilà comment vous devez vous positionner pour commencer la méditation. Maintenant, nous allons voir la respiration dans la posture. Donc la respiration, vous allez inspirer et expirer par le nez. À chaque inspiration, votre ventre va se gonfler et à chaque expire, votre ventre se dégonfle. Donc vous n'avez pas besoin donc de la bouche. La bouche est fermée, comme je l'ai indiqué donc dans la posture, avec la langue qui est collée au palais. Donc vous fermez la bouche, vous laissez un petit espace entre les dents. Par contre, c'est au niveau du nez que ça va se passer, c'est-à-dire que vous allez inspirer et expirer par le nez. En général, il faut que votre inspiration doit être plus courte que votre expiration. Vous devez mettre plus d'attention dans votre expiration. Elle doit être donc beaucoup plus longue. Et à chaque fois que vous expirez, donc votre ventre va se dégonfler. À chaque fois que vous inspirez, le hara, c'est-à-dire votre ventre, va se gonfler. Revenez au mouvement de la respiration chaque fois que vous prenez conscience de votre monologue intérieur ou que vous vous surprenez à rêvasser ou à penser. Parce que quand on médite, vous allez avoir l'esprit qui va avoir tendance à vagabonder. Donc,
Quand vous vous sentez, quand vous reprenez conscience que vous êtes en train de vagabonder, eh bien vous revenez à cette respiration et à la posture. Revenir à la respiration vous ancre de nouveau dans le moment présent. En observant bien, vous verrez de nombreux grands cavaliers internationaux qui exagèrent leur respiration à quelques foulées de l'obstacle. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils vont chasser ainsi l'émotion et ils s'ancrent dans le présent de l'action. La bonne respiration, je dirais juste que dans vos bottes, ça évite de raidir l'ensemble du corps du cavalier. En méditation, c'est la même chose. Si vous avez une bonne respiration, vous allez assouplir votre corps. Vous allez être ferme, tonique, mais en même temps, vous allez y aller tranquillement, vous allez être cool. Essayez de prendre donc une inspiration profonde et forte avant un obstacle, quand vous montez à cheval. Vous verrez que ça va chasser le stress. Vous pourrez tenter l'expérience en respirant bien, vous décontracterez donc tous vos muscles et votre attitude sera favorable, elle sera calme et ça sera vraiment bien aussi pour votre cheval. Maintenant que vous savez vous asseoir correctement et que vous savez également comment respirer, je vais vous parler du troisième pilier essentiel à votre méditation. Donc on va parler de l'esprit de la méditation. L'esprit de la méditation. Nous allons aborder maintenant ce qu'il se passe dans votre mental pendant la pratique et je vais vous donner donc la démarche à suivre pour que vous puissiez le pacifier de manière à laisser s'installer la méditation. Car il faut bien comprendre que méditer, c'est avant tout s'asseoir et laisser s'inviter l'action de méditer sans que le mental n'intervienne. La question à se poser pour comprendre comment nous devons nous comporter mentalement face à la pratique méditative est celle-ci. Que recherche-t-on dans la pratique méditative ou formulé différemment, quel est le but de cette pratique ? Il existe deux niveaux de réponse qui sont liés à qui on s'adresse. Le premier niveau s'adresse à l'ego et correspond au début de la pratique lorsque le méditant n'est pas encore confirmé. C'est donc ce niveau que je vais vous expliquer car c'est à votre ego que je vais m'adresser dans ce cours. Le deuxième niveau s'adresse à personne et correspond à un stade qui est beaucoup plus avancé de la pratique. Mais bon, on ne va pas l'approfondir dans ce cours car pour le moment, lorsque l'on commence la pratique, c'est à l'ego que l'on s'adresse. Le premier niveau de réponse s'adresse donc à l'ego, à votre jeu, à votre histoire et à vos attentes. Dans ce cas, on précise la question. La question est, que recherche l'ego de celui qui commence la pratique ? L'ego va donc rechercher à obtenir des bienfaits où il va, en fonction des manques qui sont propres à son histoire, essayer de les combler par la pratique. C'est ce pourquoi vous vous asseyez au début de votre pratique. Vous cherchez profit de votre assise, car l'ego pressent qu'il y a matière à obtenir quelque chose. Par exemple, vous allez chercher à devenir plus calme, à mieux comprendre le monde, à obtenir des aptitudes que les autres n'ont pas, à moins souffrir, à construire votre bonheur ou à régler des problèmes. Voilà ce que cherche l'ego. Voilà ce que cherche en fait la personne, c'est-à-dire vous, lorsque vous allez vous asseoir pour la première fois. Chacun, en fonction de son histoire personnelle, va rechercher dans la pratique de la méditation un ou plusieurs quelque chose à obtenir et c'est bien normal. Car quand on s'assoit pour la première fois, c'est pour quelque chose et c'est pas pour rien, on le fait pas gratuitement. L'ego ne fait rien gratuitement d'ailleurs et l'action de méditer doit pour cette partie de votre personnalité être profitable. La réponse donc pour ce premier niveau sera donc en fonction du jeu, en fonction de vous, en fonction de la personne, en fonction de votre histoire et des traumatismes ou des manques que l'on peut avoir. Puis au fil de la pratique, va émerger naturellement le deuxième niveau qui est le cœur même de la méditation. C'est donc à ce moment de la pratique que la méditation va vraiment prendre tout son sens, qu'on va passer à un niveau supérieur. Car la méditation devient véritablement méditation lorsque l'ego qui souhaite obtenir ce quelque chose, ou ces quelque chose dont on vient de parler en première instance, qui sont sous vos yeux, va se tempérer et va s'effacer au profit de l'apparition d'un monde qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus infini, dont il n'est lui-même qu'une infime partie. Mais pour rencontrer ce monde où l'ego n'est plus tout puissant, il vous faudra passer par la première étape et pour ce faire, je vais vous révéler la technique pour y arriver. D'accord ? Donc là, on va vraiment voir cette première phase de la méditation qui est ce que recherche l'ego et comment on fait pour justement passer au-delà. Alors, comment devons-nous nous comporter mentalement dans notre pratique méditative pour ne faire que méditer et pas autre chose ?
Eh bien, nous devons observer nos pensées. Observer ses pensées. Alors, observer ses pensées, c'est prendre conscience du fonctionnement de son propre esprit. C'est l'expérience du comment mon esprit fonctionne. On observe donc la survenue des pensées, quand on est dans la posture méditative, et on repère leurs sources, d'où elles proviennent, ce qui les suscite et les font surgir. On observe donc les stimuli extérieurs qui provoquent la survenue de nos pensées. On observe ce que les pensées provoquent en nous comme réaction. Et on observe comment les pensées se succèdent lorsque nous n'intervenons pas dans leur défilement. D'accord ? Et on prend conscience du processus de pensée qui s'impose à nous et que nous ne maîtrisons pas. Nous devons observer et c'est tout. Notre esprit ne doit demeurer sur rien. On comprend donc à ce moment-là l'illusion de la pensée, son caractère sans substance propre et son caractère d'impermanence. C'est là où on s'aperçoit qu'en fait, on passe d'une idée à une autre. En observant, on assiste à la manière dont la pensée donc s'agence, comment elle se forme. Alors, comment la pensée s'agence-t-elle ? Je vais prendre une analogie pour vous expliquer simplement les choses. Notre cerveau se comporte comme un petit singe qui se balance de liane en liane, passant ainsi d'une idée à une autre en se laissant distraire par le paysage. Méditer va permettre d'en prendre conscience et de penser au-delà de la pensée. Alors, quel est le mode d'emploi ? Comment fait-on pour penser au-delà de la pensée ? Lorsque les pensées se forment, vous ne devez ni les suivre ni parler avec elles. Laissez-les passer comme des nuages. Ne cherchez pas non plus à ne plus penser ou abandonner vos pensées. Observez simplement le comportement que nous avons face à elles lorsque celles-ci se manifestent. Observez votre empressement à participer activement à leur élaboration. Laissez les idées apparaître et disparaître. Dit autrement, n'essayez pas donc d'entretenir le feu avec des bûches, laissez le feu s'éteindre de lui-même. D'accord ? Alors comment vous allez faire concrètement ? Penser sans penser passe avant tout par la posture et la respiration que vous allez répéter tous les jours. Restez ouvert mentalement et revenez constamment durant votre pratique aux 5 points de la posture. Donc dès que vous sentez que votre mental est en train de partir, que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train de raisonner, que vous n'êtes pas ici et maintenant dans l'acte de méditer, vous revenez aux 5 points de la posture, qui sont, donc, on l'a vu tout à l'heure, l'alignement donc, du rachis vertébral, donc vous rentrez un petit peu le menton, juste tension des mains, vous faites attention donc à la posture de vos mains pour voir si ça ne s'avachit pas, votre menton donc est rentré, et vous l'alignez avec le nombril, ce qui va favoriser ce qu'on a vu, donc l'alignement du rachis vertébral. La langue doit être collée au palais, et les yeux sont mi-clos, et ils ne reposent sur aucun point particulier. Donc, quand vous partez dans vos pensées, vous observez ces 5 points de la posture en respirant, et là, vous verrez que vous allez revenir dans l'ici et maintenant. L'attention portée à la posture et à la respiration permet de revenir à l'ici et maintenant, et de ce fait, va favoriser donc la cessation de vos pensées. Vous faites ainsi des allers-retours entre la méditation et l'activité compulsive de votre ego, de votre cerveau, à la manière d'un élastique qui se tendrait et se détendrait. Voilà la première étape de la méditation. Alors, comme vous avez pu le constater, on est bien loin de la relaxation que vous proposent les applications New Age. C'est ainsi que vous pourrez donc accéder au véritable esprit de la méditation qui va vous changer donc votre vie positivement. C'est au prix donc de cette assise que vous pourrez aller au-delà de vos peurs. Lorsque vous méditez, vous mettez en place un processus d'observation de vos pensées, mais aussi de vos émotions et de vos blocages. Les peurs remontent inexorablement à la surface. Ne pas prendre part à ces peurs et les laisser passer va vous permettre de les accepter et d'y faire face. C'est un peu comme une psychanalyse, mais là ça va être une psychanalyse du silence. C'est-à-dire que tout le matériel émotionnel risque de remonter à un moment donné parce que forcément, comme vous êtes en train d'observer ce qui se passe, vous passez d'une idée à une autre et à un moment donné, fatalement, vous allez avoir donc de fortes émotions et des blocages qui peuvent ressortir. Et ça, vous ne devez pas non plus penser dessus, réfléchir dessus, vous devez simplement observer ce qui se passe au niveau émotionnel et ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Et vous revenez à la respiration, également à la posture, pour revenir dans l'ici et maintenant.
Ce qui est important, c'est de laisser passer, vraiment. En méditant, on finit par accepter ce qui est. On accepte la réalité et on se construit au-delà de nos peurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peur, elle est inhérente à l'homme. C'est pas parce que vous allez méditer pendant des années que vous n'allez plus jamais avoir peur. Par contre, vous allez comprendre ce qui se passe. Et en comprenant ce qui se passe, eh bien, ça permet de moins rester positionné dessus. Ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs et de pas toujours mettre une mécanique de défense en place. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, la peur, elle est inhérente à l'homme. Elle nous accompagne donc de notre naissance à notre mort, et toute notre vie, nous allons essayer soit de l'ignorer, soit de la chevaucher, soit de la maîtriser, ou tout simplement donc de l'observer. Mais la peur, avant d'être associée donc à un symptôme qu'il faut absolument combattre pour être parfait dans notre monde, est avant tout une réponse qui est chimique, qu'enclenche notre corps physique lorsque certaines parties de notre cerveau interprète un stimulus extérieur comme pouvant porter atteinte à notre sécurité. Quand on est en danger, la peur, c'est avant tout donc une alarme qui tente de nous protéger. Jusque-là, la mécanique de défense donc est normale, mais trop souvent, nos réactions vis-à-vis de situations sans réel danger sont surdimensionnées. Nos interprétations du danger sont erronées, et c'est là où ça commence à nous handicaper. Alors nous devenons hypersensible dès que l'on doit sortir de notre zone de confort. Au lieu d'en faire une étape normale de la vie, nous nous paralysons. Un peu comme dans le processus des allergies d'ailleurs. La normalité devient un beau jour un problème. On développe une hypersensibilité et la peur s'installe, comme une allergie. Et c'est d'autant plus vrai lorsque nous vivons une situation que notre cerveau a jugée comme traumatique auparavant. La méditation, ça permet de relativiser, de comprendre qu'à chaque situation, c'est une réponse nouvelle et que rien n'est figé. C'est vraiment l'impermanence. Nous comprenons l'impermanence de toute chose et nous devenons créatifs à chaque moment. En pratiquant la méditation, nous ne restons pas figés sur une expérience et nous acceptons l'incertitude de la vie. Nous apprenons jour après jour à avoir un esprit neuf et de ce fait à vivre pleinement, confiant dans l'instant présent. Voilà pourquoi je vous conseille de prendre votre coussin, de vous asseoir et de méditer avec les bases de ce cours. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous souhaiter donc une excellente formation et je suis à votre disposition donc pour répondre à toutes vos questions. Je vais vous donner donc mes coordonnées ainsi que l'URL de mon blog si vous souhaitez en savoir plus. Je vous souhaite une très bonne méditation.